On va parler évidemment de ce qui s'est passé avec les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que je disais que personne n'avait gagné, et peut-être même que tout le monde a perdu, mais surtout, en fonction de là où on parle, on peut tirer des conclusions diamétralement contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de voix pures, le Rassemblement national fait 36%, 8,7 millions de voix, c'est le premier parti de France. Et je pense que vous vous trompez quand vous dites que personne n'a gagné. Il y a une France qui veut en quelque sorte le statu quo du système, on peut reprendre un terme que je n'aime pas, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent. Et une France qui voulait casser la table. Il se trouve que, comme vous l'avez bien remarqué, cette France qui voulait casser la table, elle est concentrée dans certaines zones, ce qui fait qu'elle a elle a 2 fois plus de voix. Aujourd'hui, un électeur RN à l'Assemblée pèse à peu près à la louche 2 fois moins qu'un électeur de gauche. Ben oui, puisque pour élire un député, il a fallu beaucoup plus... Non, mais vous faites le calcul, c'est votre nombre de voix. Vous avez... Non, mais j'ai compris voilà, la démonstration. Donc il y a 8 millions qui font 155 députés. Voilà, et donc, si vous voulez... bien sûr, c'est légal, c'est parfaitement... Mais malgré tout, et deuxièmement, je vais très vite, il y a eu un matraquage tel que le débat loyal que vous pouviez espérer... Cet argument, les Français, ils sont grands. Bah oui, monsieur. Ils sont grands, Elisabeth. Moi, alors je le récuse. Vous plaignez du système médiatique s'il n'a aucune influence. Mais alors, je m'en plains pour le souligner, mais je suis convaincu depuis bien longtemps qu'il a très peu d'influence, en tout cas pas l'influence qu'on lui prête. Mais le barrage a marché. Les Français veulent ça. Les macronistes ont fait élire ou sont allés voter Je vais vous prendre un exemple et après on verra des sujets. Georges Fenech, je vais prendre un exemple. Je sois pas d'accord avec vous. Je vais prendre un exemple pour Georges Fenech, ce qui montre la folie du système qu'incarne Georges Fenech, me semble-t-il. Je vous écoute. On va prendre la circonscription de Nicolas Dupont-Aignan. Ça, c'est pas le matraquage du système. Nicolas Dupont-Aignan, il est battu. Qui a gagné? Un candidat CGT cheminot. Tout ça parce qu'un LR s'est maintenu contre Monsieur Dupont-Aignan. Bah écoute, j'ai envie de dire, bien fait pour vous. Bien fait pour vous. Si vous êtes incapable de vous retirer, si vous préférez un candidat CGT cheminot à Nicolas Dupont-Aignan, c'est votre problem. C'est surtout le problème des électeurs qui ont voté. Hein. Oui, aussi, vous avez raison. Mais vous avez raison. Dans votre éditorial que j'ai bien écouté, il manque 2 constats, à mon avis, qui me paraissent très importants. Premier constat, il y a un très très grand perdant dans cette élection, ce sont les sondeurs. Les sondeurs se sont trompés, mais alors, comme jamais. Pas du tout. Vous vous rendez compte? Certains avaient prévu 300 députés RN, ils ont même pas la... Non, mais pas à la fin, pas à la fin. Ah, si, quand même. En tout cas, c'était pas la marge d'erreur. Mais enfin bon. Pardonnez-moi de vous le dire. Oui. Moi, j'ai eu 2 sondeurs, je peux le citer, d'ailleurs, il travaille même pas ici, Frédéric Dabi. Vendredi et samedi, il m'a donné exactement ce qui s'est passé. Oui. En revanche, si vous parlez des sondages avant désistement, c'est de mauvaise foi, parce que là, la donne a changé. Ouais, effectivement. Enfin bon, c'est quand même essentiel. Enfin, toujours est-il que ça change tout. Ça a été la grande surprise pour tout le monde. Et deuxième constat qui est encore plus important, oui. C'est que le président de la République, qui avait déjà, disons, une majorité relative et pas tout le pouvoir, il a encore moins de pouvoir aujourd'hui. Nous entrons aujourd'hui dans un système de 4e République où le pouvoir est passé vraiment à l'Assemblée nationale. Élodie Huchard, d'abord, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures? D'abord, est-ce que le Premier ministre sera nommé aujourd'hui? Non. Ah non, alors, et on a bien compris hier avec la déclaration d'Emmanuel Macron qui veut attendre de voir comment les forces peuvent s'entendre à l'Assemblée avant de nommer potentiellement un nouveau Premier ministre. C'est toujours très long, les nominations de gouvernement avec Emmanuel Macron. Il semble que ça le soit encore plus. Gabriel Attal, dans la matinée, présente sa démission au chef de l'État qui devrait... Dont les mots ont été les plus durs hier soir pour le président de la République. Oui. Les mots les plus durs pour le président de la République hier soir, c'est Édouard Philippe et Gabriel Attal. Et Gabriel Attal, dès le début de sa prise de parole, qui commence par « Je n'ai pas voulu de cette dissolution, j'ai essayé de pas la subir ». Et puis après, ambiance. Très bonne ambiance, effectivement. Puis il va y avoir tout un tas de réunions à droite à gauche. On sait que notamment le nouveau Front populaire va se réunir, va discuter, parce qu'ils vont faire, eux, une proposition de Premier ministre. Voilà, c'est un petit peu original. On fait des listes entre nous et puis on propose ensuite un Premier ministre au chef de l'État. Voilà, là, ils sont... Moi, ça me choque pas. Au contraire, c'est-à-dire qu'ils se réunissent ensemble et qu'ils proposent... C'est ce qu'avait fait en 86. Ils s'étaient mis d'accord sur Jacques Chirac. C'était et sur Balladur aussi. Ça n'a rien de choquant, oui. Moi, Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est la logique. C'est le premier parti. Je pense que il n'est pas majoritaire. C'est pas le premier parti. Non, mais c'est le premier parti dans la coalition. Mais c'est le premier parti, ça reste le RN. Les Français veulent ça.
Emmanuel Bompard commence à dire que finalement il pourrait y avoir un Premier ministre qui ne vienne pas des rangs de la France Insoumise. Donc on sent qu'il y a un petit adoucissement du côté de la France Insoumise. La France Insoumise est minoritaire. Dounia Tangour va nous montrer la surprise hier soir et on va pouvoir évoquer beaucoup de choses bien sûr. Mais voyons tout d'abord la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon dès 20h10 ou 20h15. C'est une victoire inattendue pour le nouveau Front populaire. Contre toute attente, l'alliance de gauche est arrivée en tête du deuxième tour des élections législatives. Dans la ferveur, le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a appelé le chef de l'État à démissionner. Le président de la République doit ou bien s'en aller, ou bien nommer un Premier ministre dans nos rangs. Il doit reconnaître sa défaite. Dans la ferveur, le leader de la gauche a également tenu à remercier ses électeurs. J'ai une pensée peut-être encore plus chaleureuse pour les quartiers populaires du pays qui se sont mobilisés. Et c'est eux qui ont sauvé la République ce soir. Une joie partagée du côté des écologistes. Le peuple a gagné. Et ça ne fait que commencer. Malgré la victoire, pour François Ruffin, réélu dans la Somme, l'heure est aux responsabilités. À nous de transformer la colère en espérance. À nous de réunir la France des bourgs et la France des tours. À nous de parler à la France tout entière. Nous devons apaiser et non brutaliser. Une prise de parole forte pour celui qui a récemment pris ses distances vis-à-vis de la France insoumise. Désormais, l'interrogation subsiste, à savoir si l'unité du nouveau Front populaire sera toujours de mise une fois passée l'heure de la victoire. Huchard, on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut de ce scrutin, elles sont souvent contradictoires. Une première logique, c'est de dire on choisit un Premier ministre parmi la première force qui est arrivée en tête, le Front populaire. Il se trouve que le Front populaire, disons-le, c'est une alliance quand même particulière. L'autre logique, c'est de dire le pays penche fortement à droite. Fortement à droite. Il y a eu 3 scrutins, européennes, législatives, premier et deuxième tour, et on va prendre un ministre, un Premier ministre qui sera... Ça peut être un Gérard Larcher, par exemple, ça peut être quelqu'un ou même de la majorité présidentielle d'aujourd'hui, quelqu'un de droite, alors je ne sais pas comment le définir, bloc central, modéré, vous appelez ça comme vous voulez, ça. Mais... Et où il va chercher sa majorité? Mais il n'y en a pas dans aucun cas. De toute façon, ça sera compliqué. Oui, non, mais où il va la chercher, sa majorité? Non, mais il y en a avec LR. Mais en fait, on peut considérer que le pays qui penche fortement à droite ne devrait pas avoir un Premier ministre de gauche. Ça serait la logique. C'est une logique. Mais on peut aussi considérer que la première force qui a gagné, et c'est la tradition républicaine, visiblement. Parlementaire. Donc tout ça est... Bah non, ce que vous en pensez. Considérer ce que vous avez dit, Nathan Devers. À savoir que selon l'horizon de chacun, Bien on va sûr. regarder les résultats de manière différente. Bah, Il y a en effet, ça tout le monde peut être d'accord pour dire qu'il y a 3 blocs qui sont comme ça irréductibles. Il me semble que ceux qui vont sortir gagnants de la situation et en sortir par le haut seront ceux qui, quel que soit leur parti, quel que soit leur mouvement, sauront avoir une capacité de compromis, de dialogue, de douceur, de modération. Et que tous ceux, quel que soit encore une fois leur positionnement sur l'échiquier politique, qui veulent absolument se la jouer charismatique, leader, dans l'esprit de la Ve République, finiront par perdre, parce que là, nous sommes dans une situation de quatrième. Alors, moi, je vais vous poser, parce que quand je dis que c'est contradictoire, tout le monde peut avoir les analyses qu'il veut. Bon, je vais vous poser des petites questions et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Et c'est intéressant parce que je pense qu'Elisabeth et Philippe, vous pensez exactement le contraire. La manœuvre de Macron a empêché le RN d'avoir une majorité. Vous dites oui ou vous dites non? Ça, oui, c'est clair. Non, c'est pas la manœuvre de Macron, c'est ce qui s'est passé au soir du premier tour. Oui, mais est-ce que vous parlez de manœuvre? Alors moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez eu l'alliance. Vous avez eu l'alliance. Je l'ai déjà dit. Donc ce matraquage, si vous voulez, et le fait que le débat n'a pas été loyal, parce qu'on n'a pas parlé au RN tel qu'il est, mais tel qu'on le fantasme, si vous voulez. Et ça, si. C'est pas un parti nazi. Bon, on va pas recommencer, on a eu ce débat pendant 15 jours. Oui, donc, c'est mon opinion. Tu défendras la tienne après. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et vous avez l'alliance, si vous voulez, entre le camp du bien, la gauche et ses grands sentiments, l'antifascisme, et le cercle de la raison. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, vous avez exclu une grande partie, c'est-à-dire c'est la grande négociation, sauf
Il y a 10 millions de Français qui sont exclus de la table, si vous voulez. Et vous dites, c'est la même chose. Les deux solutions, il y a la tradition. Ben non, si vous voulez, si vous avez 60% d'électeurs, si on compte la moitié des macronistes qui sont de droite, et vous avez le programme du Front Populaire, ça me paraît pas démocratique. Mais sauf Ils ont pas Elisabeth voté Lévy, pour ça. sauf Elisabeth Lévy, c'est pour ça que tout ça est contradictoire. Monsieur Fenech et ses anciens amis ne veulent pas de l'union des droites. Parce que le problème, il serait réglé s'il y avait union des droites. Ouais. Donc, les 10 millions de Français que vous mettez de côté, c'est parce que le RN est incapable, ne peut pas, il le voudrait sans doute, il ne peut pas parce que vous avez la droite classique qui ne veut pas... J'aurais aimé vous entendre un tout petit peu susurrer que quand même ça résiste du côté des LR. Vous auriez... vous voyez, ça aurait chanté un petit peu effectivement à mes oreilles parce que... Mais grâce au désistement... Franchement... Mais grâce au désistement... L'arrivée de votre ami Laurent Wauquiez à l'Assemblée nationale, c'est fantastique quand même. Il y a 60 députés... Si vous en satisfaisez, vous perdez des députés. Moi, je veux bien. Si vous pensez que les LR sont grands gagnants, ça, effectivement, j'avais pas imaginé... Écoutez ce que dit Philippe. Philippe Guibert, j'avais pas imaginé... Écoutez-le. Moi, je pense que personne n'a gagné. Non, je pense que... Et ça veut pas dire que tout le monde a perdu, hein. Oui. Parce qu'il y en a qui ont moins gagné que d'autres. Non, mais je pense que le fait marquant de ce deuxième tour, c'est que le RN a échoué dans son entreprise de respectabilisation, de normalisation. On a passé la semaine à découvrir des candidats du RN plus farfelus et exotiques, pour pas dire autre chose, que l'autre. Et donc ça a beaucoup marqué les Français, parce que on ne comprend pas ce qui s'est passé hier sans voir que la stratégie de désistement a été complètement validée par les électeurs, et par les électeurs de tous côtés. C'est-à-dire qu'il y a des électeurs de gauche qui ont été votés pour des candidats de droite et des candidats macronistes contre leurs convictions, et il y a des électeurs de droite et du centre qui ont été votés pour des candidats de gauche. Et donc, la stratégie de désistement a été complètement validée par les électeurs, et que ce qui marque ça, c'est que le RN a quand même reculé de 3 cases dans sa stratégie de conquête du pouvoir. Et pour prolonger ce que vous dites, moi, ce qui me frappe, parce que j'ai jamais travaillé dans un parti politique, c'est quand même l'amateurisme. Certains, effectivement, proposer des candidats dont une jeune femme a une casquette de la Luftwaffe sur la tête, c'est pas sérieux. Voilà. Donc quand on est le premier parti de France, quand on est le premier parti de France, on doit avoir une sorte de DRH sans doute au plus haut niveau, qui voit tous les candidats, qui sait qui est qui, et effectivement, je rejoins Philippe, les profils de certains candidats ne sont pas convenables pour ceux qui sont amenés à gouverner la France. Mais est-ce que je peux faire une remarque là-dessus ? Ce barrage républicain qui a fonctionné contre le RN, lors de ces élections, en effet, contrairement à ce qu'annonçaient les sondages quelques semaines auparavant, je pense qu'il faut le voir véritablement comme un sursis. En 2017 déjà, quand Emmanuel Macron a été élu, tout le monde disait si Emmanuel Macron échoue dans sa mission, et il l'avait dit le soir de son élection, ma mission c'est que dans 5 ans les Français n'aient plus envie de voter pour Marine Le Pen, n'aient plus besoin ou envie de voter pour Marine Le Pen, eh bien les gens disaient déjà il y a un côté sursis. Il faut pas oublier qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est élu, l'amateurisme complet de Marine Le Pen est révélé au grand jour, si bien que tout le monde... Vous pouvez pas dire amateurisme complet. Non, je parle du point de vue des observateurs politiques. Oui, mais alors les observateurs politiques, bon, je les connais aussi. La mort politique de Marine Le Pen après ce fameux débat. Et évidemment, ce qu'on a vu, c'est une montée en puissance du Rassemblement national pendant 7 ans. Mais bien sûr. Donc ce que je veux dire ici, c'est que vous avez raison, il y en a qui ont moins gagné que d'autres et moins perdu que d'autres. Mais ce qui va se passer dans l'année à venir, ça veut dire tous les individus qui aujourd'hui vont être aux responsabilités et sont confrontés devant leurs responsabilités, eh bien, ils vont, si vous voulez, ils vont vivre de manière beaucoup plus intense le poids qu'a eu Emmanuel Macron en 2017 et qu'il n'a pas réussi à honorer. On va voir le sujet, quel Premier ministre, mais je voulais vous montrer les tweets de notre ami Gilles William Goldnadel, parce que je pense aujourd'hui aux Juifs français, qui doivent être extrêmement inquiets de ce qui se passe. Parce qu'effectivement, ce qu'on a vu hier soir, place de la République, ce qu'on a vu aussi dans ces élections, c'est l'antisémitisme validé par les urnes. C'est-à-dire des prises de position antisémites n'ont pas empêché un candidat d'être élu. Je peux le dire comme ça. Oui. Je peux le dire comme ça. Donc écoutez, regardez plutôt les tweets de notre ami Gilles William Goldnadel, que je salue, qui n'est pas en France, comme vous le savez en ce moment. Recette d'une élection écœurante à vomir, un soupçon de magouille entre Macronie et gauche, 2, une pincée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Cette phrase est forte, hein. Une pensée d'antisémitisme qui ne dégoûte personne. Alors, elle dégoûte beaucoup de gens, mais manifestement pas tous les électeurs. Pas au point de les empêcher. Exactement. Des graines de propagande de service public, une bonne dose de vote islamiste qui ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend.
dit-il. Et ça aussi, c'est une question identitaire qui est très forte et on peut le rejoindre. Mélenchon se pavane, poursuit-il. Le parti antisémite n'a pas été vaincu. Félicitations pour leur petite combine à messieurs Macron, Glucksmann, Attal et Hollande. Sans oublier le CRIF. Ils seront responsables du vent mauvais qui vient. Ils ont tout mon mépris. Écoutez cette analyse. Et il y a même un troisième. Le cymbale de la famille, les accouplements politiques obscènes et les manipulations médiatiques, notamment de sévices publics, viennent d'accoucher d'un monstre. Arnaud, membre du parti antisémite, multicondamné, apologiste des pogroms, fiché S, entre à l'Assemblée. Mais alors vous lui dites pas que les Français ont voté, que tout était super légal? Mais si je lui dis la même chose que moi. Mais moi, mais Elisabeth, la différence entre nous, toute la semaine dernière, j'ai dit les Français, c'est eux. Moi, je n'y peux rien. Oui, mais c'est eux qui décident. Mais voyez, ils sont comme donc les magouilles dont parle Gilles William. Pour moi, ce ne sont pas des magouilles. Lui, il en parle. Oui. Vous n'êtes pas d'accord? Ah non, je ne trouve pas qu'il y ait une magouille. Vous ne pensez pas qu'une alliance dont le seul but, pas magouille. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas totalement loyal et réglo. Une alliance dont le seul but est d'exclure le troisième larron qui n'a d'autre horizon que celui-là, me semble pas être... Excuse-moi, j'ai pas dit magouille, moi, c'est William. Moi, j'ai dit que c'était pas réglo. Ça ne me semble, c'est conforme aux règles, ça n'est pas conforme à l'esprit. Enfin, excusez-moi, il y a un esprit de la démocratie. Alors, j'ai dit, je m'en excuse parce que souvent, il y a beaucoup de juifs qui me le font remarquer. Je dis souvent les juifs français. Je l'ai noté, moi. Et c'est pas voulu vous reprendre, mais je l'ai noté. Et je demande vraiment, c'est de ma faute. De confession juive. Exactement, c'est Français de confession juive. Automatiquement, sans doute, je le dis comme ça, et je salue. Prononciation. Voilà, donc vraiment j'en suis désolé et je vais essayer pendant les vacances, qui ne sauraient tarder, de réfléchir en moi et de faire votre examen de conscience. De faire mon examen de conscience. Oui. Bon, je voudrais qu'on voit le sujet quel Premier ministre, si ça vous ennuie pas. Parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est important de répéter et de démontrer que ce n'est pas une magouille. Moi, j'aime pas ce terme. Oui, moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas une magouille. Ce sont des accords. Tu peux dire, Elisabeth, que c'est un accord contre nature. Ça, je peux l'entendre. On peut en discuter. Mais ce n'est pas une magouille. En ce sens que ce sont des candidats qui se sont retirés et avec des électeurs qui ont validé cette logique-là. Les électeurs ont validé. Vous oubliez la distorsion majoritaire et je n'ai pas parlé de magouille. J'ai dit qu'il y avait un esprit des lois. Vous avez dit que c'était pas loyal. J'ai dit j'ai dit qu'il y avait la lettre des lois et des règlements qui ont été parfaitement respectés. L'esprit des lois dans cette espèce de coalition du tous contre un me le semble. On a le droit, objectivement, par exemple, on a le droit d'être. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai entendu. Pas de RN coûte que coûte. Ouais, c'est le truc le plus important. Ça s'entend. C'est ce qui s'est passé. Mais peut-être que si on leur avait pas dit que c'était le nazisme pendant une semaine, les gens ne suivent pas la politique comme nous. Moi, je connais plein de gens. Mais non, moi, je connais plein de gens qui ne suivent pas la politique comme nous toute la journée. Écoutez, ils ont qu'à la suivre. Je suis désolé de vous le dire. C'est ça la démocratie. Je suis désolé de vous le dire. Les Français, moi, je prends pas les gens pour des enfants. Vous voulez pas un régime censitaire? Voilà, ils ont pas. C'est la France. Bon, avançons. Philippe, avançons. Quel Premier ministre? S'il vous plaît, comme si j'avais aucun argument. Voilà. Vous ne répondez à aucun de mes arguments. Vous êtes en train de dire qu'ils se sont fait gruger, les Français se sont fait gruger en réalité. Est-ce que j'ai dit Moi, j'ai dit la semaine dernière magouillage et tripatouillage, qui était différent. Magouillage et tripatouillage. J'ai pas employé le terme. Est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît, quel Premier ministre, parce que Jean-Luc Mélenchon, je vais vous dire, si Monsieur Macron, président de la République, allait au bout, ça serait assez amusant d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon. Non. Ah, ça serait. Et là, peu importe que ça pourrait être intéressant. C'est pas le candidat du Front Populaire. Bon, écoutez, oui, mais qui? Glucksmann? Monsieur Glucksmann. Peut-être bien. Écoutons qui? Écoutons le sujet de Célia Gruyère. Quel Premier ministre? À l'annonce des résultats de ce second tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon a aussitôt appelé Emmanuel Macron à en prendre acte. Le président a le pouvoir. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. Mais qui pourrait devenir Premier ministre? Chez les sympathisants, certains noms reviennent régulièrement. Je trouve que Clémence Guettet a été particulièrement brillante lors du dernier rendez-vous. Elle a été à la hauteur des attentes. Clémence Guettet, au vu de ses dernières prestations, je peux dire ça comme ça, au sein des plateaux télé, elle s'exprime bien. Le programme suit la route. Un petit Ruffin, ça serait pas mal, non? Il a des idées concrètes, il est proche du peuple. Je pense notamment à François Ruffin, qui a su montrer dans sa circonscription une nouvelle fois que la gauche peut gagner face au Rassemblement national. En revanche, un autre n'est jamais mentionné. Ou presque. On peut pas avoir Mélenchon, c'est pas possible. Après, on va voir
voir comment ils négocient ensemble, hein. Pas Monsieur Mélenchon. Voilà. Clémentine Autain a, elle, appelé les 4 partis de gauche à se réunir ce lundi pour discuter d'un nom de Premier ministre à proposer à Emmanuel Macron. La revue de presse est intéressante ce matin. Et maintenant, on fait quoi? A titré Le Parisien, la gauche devant et maintenant, ça c'est la Voix du Nord, qui pour gouverner, c'est ingouvernable. Donc le RN en échec, la gauche s'impose à Macron. C'est ouf, a titré Libération. Bon, c'est assez intéressant. C'est les meilleurs titres de Libération. Dans les deux sens, c'est polysémique. C'est ouf, je veux dire, c'est ouf. Bon, mais il y a deux réalités. Là, on est avec Europe 1, Dimitri Pavlenko qui est avec nous. Présent. Bonjour Dimitri. Bonjour Pascal. Vous avez dit présent, vous allez bien?